Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour et bienvenue dans le 7e cours de la chimie concernant les piles électrochimiques. On va commencer par le transfert d'électrons. Transfert spontané direct. On va commencer par une petite expérience où on va considérer un système de réaction chimique constitué d'une lame de cuivre, une lame de zinc et une solution aqueuse qui contient les ions C2+ et les ions Zn2+, avec une concentration égale. Les couples mis en jeu, ce sont les deux couples C2+, Cu, Fe2+, Fe. Comme vous voyez ici, on a préparé les 4 constituants, on a préparé les deux couples, les réactifs et les produits en même temps. L'équation de la réaction qui peut se produire s'écrit. Donc voici la réaction. On a tiré cette réaction à partir des remarques de l'expérience. On a remarqué la formation d'un dépôt métallique de cuivre sur la plaque de zinc. Et on n'a remarqué aucun dépôt de zinc sur la lame de cuivre, ce qui va nous permettre de dire que la réaction s'évolue directement dans le sens 1, spontanément dans le sens 1, ce qui est le sens direct. Pour confirmer cette hypothèse, ou bien cette remarque expérimentale, on va comparer la valeur de la constante, ou bien de quotient de réaction initiale QRI, et on va le comparer avec la constante d'équilibre K de la réaction, qui vaut 1,9 10 à la puissance 37. Donc, comme vous voyez ici, la valeur est déjà très grande, qui peut nous induire à constater que la réaction est probablement totale. Donc le QR initial, c'est la concentration de Zn2+ sur la concentration de C2+. Comme vous savez, les solides ne figurent pas dans le quotient, bien dans le quotient de réaction. Donc le quotient de réaction initiale est égal à 1, qui est une valeur inférieure à K, bien sûr. Donc le système évoluera spontanément dans le sens direct. Donc les électrons n'existent plus en solution aqueuse, donc il se produit un transfert spontané et direct d'électrons entre le zinc et les ions de cuivre. C'est normal, si les électrons existent en solution, on peut remarquer la formation de cuivre n'importe où dans ce cristallisoire. Mais l'apparition de dépôts métalliques justement seulement sur la plaque de zinc signifie que les ions C2+ prennent directement leurs électrons à partir de la plaque de zinc. Mais est-ce qu'on peut vraiment réaliser un transfert d'électrons sans avoir un contact entre C2+ et Zn? C'est ça ce qu'on va voir dans un transfert spontané indirect. Dans l'expérience, on va séparer les deux couples. Donc dans un bécher, on va introduire une solution de sulfate de cuivre 2 avec une plaque de cuivre pour constituer le premier couple C2+ Cu. Et dans l'autre bécher, on va introduire une solution de sulfate de zinc et on va relier les deux béchers par un pont salin. Lorsqu'on va fermer le schéma avec le pont salin, on va constater l'apparition d'un courant électrique à l'aide d'un ampèremètre. Donc pour expliquer le phénomène, donc on va voir que les différents porteurs de charge, les électrons, vont se déplacer dans le sens contraire du courant électrique. Parce que le sens conventionnel de courant est toujours de plus vers le moins, donc les électrons vont partir de moins vers le plus. Alors maintenant, comment on peut expliquer la formation ou bien l'apparition de ce courant électrique? On a dit que pour que la réaction soit effectuée, il faut que les ions C2+ reçoivent les électrons de Zn. Alors on peut relier la plaque de Zn avec la plaque de cuivre avec un fil métallique qui va servir pour conduire les électrons à partir de la plaque de zinc vers la plaque de cuivre. Le pont salin, son rôle, c'est d'équilibrer l'électroneutralité dans les solutions. Parce que si ici on a l'apparition des Zn2+ au détriment des ions SO4 on aura un surplus de charge plus. Ici on aura un déficit en charge plus. Donc pour équilibrer les deux solutions au niveau électrique, on va placer un pont salin qui contient un électrolyte. Son rôle, c'est d'assurer l'électroneutralité des deux solutions et aussi
pour assurer le passage du courant. Parce qu'on sait très bien que le courant électrique dans les solutions, c'est sous forme de mouvement des ions. Et dans les conducteurs et les plaques métalliques, c'est le mouvement des électrons qui induit le courant électrique. Donc, on aura l'apparition d'un courant électrique vérifié par l'ampèremètre. Donc, on peut dire qu'on a deux plaques avec deux polarités différentes. L'une est le pôle positif, l'autre est le pôle négatif. Donc, comme exploitation, les différents porteurs de charge responsables du passage du courant dans les plaques et les conducteurs, ce sont les électrons. Dans les solutions aqueuses, ce sont les ions. Les cations C2+, Zn2+, et K+, se déplacent dans le sens du courant et les anions se déplacent dans le sens inverse. Pour la plaque de zinc, on aura la réaction de l'oxydation de zinc, cette demi-équation. Et pour la plaque de cuivre, on aura la réduction des ions Cu2+, pour former le Cu qui va se déposer sur la plaque de cuivre, normalement. L'équation bilan, qu'on voit marquée ici, C2+, plus Zn qui est dans Ci plus Zn2+, c'est la même équation bilan qu'on a déjà retrouvée dans la partie 1.1a. Donc, on a réalisé une réaction d'oxydoréduction sans avoir contact entre l'oxydant et le réducteur, par un transfert indirect, spontané, des électrons. Donc, comme conclusion, un transfert spontané d'électrons peut se produire entre les espèces chimiques de deux couples oxydant-réducteurs, que ces deux couples soient mélangés ou séparés. Donc, le passage de courant électrique indique qu'on a préparé ou bien on a construit une pile qui débite un courant électrique. Pour le fonctionnement d'une pile, tout d'abord, on va commencer par les constituants. Les constituants, ce sont deux demi-piles, compartiment A et compartiment B. Chaque compartiment contient un métal plongé dans une solution électrolytique qui contient son cation. Parce que les métaux ont toujours des cations. On n'a pas des anions pour les métaux. Donc on a toujours un cation. Le cation métallique avec le métal, l'autre cation métallique avec son métal. En général, il faut construire les deux couples redox de part et d'autre. Et un pont ionique pour relier les deux. Donc on va voir une plaque métallique avec une charge moins, l'autre une charge plus, donc les deux pôles d'une pile ordinaire. Maintenant, comment fonctionne cette pile? Cette pile fonctionne grâce à une réaction d'oxydoréduction. L'année dernière, dans la première année baccalauréat, vous avez vu un type de générateur qui transforme l'énergie chimique en énergie électrique. Alors là, c'est le cas. Donc c'est un dipôle qui permet de transférer l'énergie chimique issue d'une réaction d'oxydoréduction en énergie électrique. Les deux couples qui interviennent au cours de le fonctionnement, ce sont les couples redox M1N1+, M1 et M2N2+, M2. Donc on aura deux réactions, une réaction d'oxydation de métal 1, une réaction de réduction du cation métallique M2 et une réaction globale d'oxydoréduction. On peut schématiser la pile par le schéma conventionnel. Le schéma conventionnel sert à décrire de manière simplifiée le montage d'une pile. Donc on commence toujours à gauche par le pôle moins. Donc le moins, c'est par exemple le métal 1 qui baigne dans une solution qui contient les ions, les cations M1 et N1+, qui sont reliés avec un pont salin au deuxième moitié où on a une solution qui contient le cation métallique M2 et N2+, qui est en contact avec le métal M2 qui est le pôle positif. Donc il faut toujours faire attention. Le schéma conventionnel, c'est de gauche à droite. On commence par le moins à gauche toujours et le plus à droite. Si vous inversez les deux pôles, ça c'est faux. Donc l'électrode négative d'une pile où il y a l'oxydation, on l'appelle l'anode. L'anode, c'est le siège de l'oxydation. Tandis que l'autre pôle, le pôle positif, on l'appelle cathode. Donc toujours on a une oxydation anodique et une réduction cathodique. Les caractéristiques d'une pile. Comme en électricité, une pile est un dipôle actif, pôle positif et pôle négatif. Elle se caractérise par une force électromotrice E en volts, qui se mesure en volts, une résistance interne R en ohms. La tension au bord d'une pile est donnée par la loi d'Ohm, UP est égal à E moins RI. On peut déterminer la polarité d'une pile et le sens du courant par un ampèremètre.
On peut aussi déterminer la polarité d'une pile et la force électromotrice à l'aide d'un voltmètre. Par exemple, si je branche un ampère-mètre en série entre le plaque A et plaque B, si j'arrive à avoir un courant positif, ça veut dire que l'ampère-mètre est branché correctement. Ça veut dire que la borne comme de l'ampère-mètre est liée à la plaque négative et l'entrée A de l'ampère-mètre est reliée aux plaques positives. De même pour le voltmètre, on a les bornes COM et V. Maintenant, comment on va mesurer la force électromotrice d'une pile? C'est à l'aide d'un voltmètre. On va le brancher aux bornes d'une pile. En absence de courant électrique, on va remarquer que la tension est égale à E. Donc on va mesurer la force électromotrice. Pour la pile qu'on a déjà constituée dans ce cours, la pile ZN CU, c'est ce qu'on appelle pile Daniel, et là en général un voltage de une force électromotrice de 1,1 volts. Donc la tension mesurée est positive, donc l'électrode de cuivre est le pôle positif de cette pile, et l'électrode de zinc est son pôle négatif. Maintenant on va parler sur l'évolution spontanée d'une pile. Donc, on va considérer le même système d'équation. La constante d'équilibre de cette réaction est la même que précédemment. On va calculer à nouveau le quotient de réaction initiale. On va trouver une valeur qui est inférieure à K. Donc le sens est le sens direct. Cette évolution va continuer jusqu'à l'arrivée à l'équilibre. Dans ce cas, le courant est égal à 0. On dit dans ce cas que la pile est déchargée ou bien elle est usée. Donc on la jette. Maintenant, quelles sont les quantités d'électricité que peut la quantité d'électricité que peut débiter une pile? On va retrouver les mêmes relations que vous avez eues dans le tronc commun scientifique. Donc une pile débitant un courant d'intensité constante I pendant une durée delta t fait circuler une quantité d'électricité Q est égal à I fois delta t. Donc Q en coulomb, I en ampère et delta t en seconde. Q égale aussi à la valeur absolue de la charge totale des électrons échangés. Donc Q c'est le nombre de mots d'électrons fois le nombre d'Avogadro fois la charge ou bien la valeur absolue de la charge d'un électron qui est égal à moins E. Le nombre, ça veut dire le nombre des porteurs de charge, on peut le remplacer par le nombre de moles fois le nombre d'Avogadro. Avec n électrons, c'est le nombre de quantité de matière des électrons. Na, la constante d'Avogadro, et moins E, c'est la charge d'un électron. E, on l'appelle charge élémentaire. Donc on va poser F est égal à Na fois la valeur de E. Pourquoi? Parce que Na est une constante, E est aussi une constante. Donc on peut la remplacer par une constante qu'on va l'appeler la constante de Faraday. Faraday, c'est la quantité d'électricité transportée par une mole d'électrons. Donc en général, la quantité d'électricité Q est égale à I fois delta T est égale à N électrons fois le Faraday. Maintenant, les quantités de matière mises en jeu et sa relation avec la quantité d'électricité. On va prendre un exemple d'une pile cuivre-aluminium. On a l'équation bilan de Al plus 3C2 plus qui donne 2Al3 plus 3Cu. Ici, on va dresser le tableau d'avancement. On s'intéresse seulement à l'état intermédiaire. Vous voyez bien que les produits de la réaction existent à tête égale à 0 parce pour former la pile, il faut avoir les couples oxyde à l'instant tête égale à 0. On a les moins pour les produits et des plus pour moins pour les réactifs et plus pour les produits. Les équations aux électrodes indiquent que pour un avancement de x de la réaction, on a 6x mol d'électrons échangés. Donc le nombre d'électrons échangés est 6x fois le nombre d'Avogadro. La charge électrique totale transportée va être 6 fois x fois le Faraday. Si la charge est transférée pendant la durée de la t, avec une intensité I, on aura I est égal 6xf sur delta t. Donc on peut tirer la quantité de matière des réactifs à partir de la valeur de l'avancement de la réaction, x qui est égal à I fois delta t
sur 6 fois F. 6, c'est le nombre d'électrons échangés. Donc, en général, dans le cas d'une pile où il y a Y électrons mis en jeu, on aura toujours X égale à I fois delta T, la quantité d'électricité, sur Y fois F. Donc, Y est un nombre sans dimension. C'est un nombre stoichiométrique des électrons. Comme application, par exemple, on peut calculer la masse d'aluminium consommée avec cette pile pendant une durée de 12 heures si cette pile fournit un courant de 10 mA. Donc, comme application numérique, ça c'est le X. Le Y ici, c'est 3. Donc, la delta M d'aluminium, c'est la variation de la quantité de matière fois la masse molaire. C'est une variation négative. Pourquoi? Parce que l'aluminium est consommé, il est oxydé, donc on va avoir une diminution de masse. Donc c'est normal de trouver une variation de masse avec un signe négatif. Mais si on cherche la masse disparue, on va tout simplement faire la valeur absolue.